en direct de chez vous. Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission En direct de chez vous. En direct de chez vous aujourd'hui, nous sommes à 60 km au nord d'Angoulême, à Champagne-Mouton. Nous avions déjà été accueillis chez monsieur Fabrice Mignon dans une partie de ce qui fut le château de Champagne-Mouton et qui le restaure au fur et à mesure. Et notamment, cet été, nous allons parler d'une exposition qui est passée au moment où vous écoutez l'émission, mais qui va être distribuée dans d'autres endroits que Champagne-Mouton. Mais nous voulions faire un focus et sur la demeure de Fabrice et en même temps sur une exposition qu'il reçoit dans cette demeure. Bonjour Fabrice. Bonjour à vous. Alors Fabrice, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur l'exposition et comment est née cette idée d'exposition animalière, car c'est ce terme-là qu'il faut employer, puisque nous allons déambuler et voir de très belles photographies. Alors même vous qui nous écoutez à la radio, nous allons essayer à la fois de vous décrire ce que nous allons voir et surtout, à travers les mots du photographe, eh bien, ressentir sa passion. Alors Fabrice, comment est née l'idée de cette exposition ? Alors, si vous vous rappelez bien, la dernière fois nous nous sommes vus, je vous avais dit que j'espérais finir rapidement les travaux du salon pour pouvoir faire les expositions. Ça y est, la première exposition est là et j'en suis vraiment ravi parce qu'elle est magnifique. Et pour la genèse de cette exposition, tout simplement en parcourant les articles du journal, notre journal départemental, eh bien, j'ai vu un article où un jeune homme d'un village voisin de Saint-Cloud exposait dans sa mairie quelques photos animalières. Bon, ça me plaisait bien, le fait que ce soit déjà un jeune, donc tout simplement, j'ai cherché sur Facebook si je le trouvais. Je l'ai trouvé très rapidement, d'autant plus que nous avons des amis en commun. Donc je l'ai contacté, il est venu avec son ordinateur sous le bras, il m'a montré des photos, ça m'a beaucoup plu, et voilà, ce n'est comme ça. Simplement, l'exposition a pris plus de temps que prévu puisque le Covid est passé par là. Bien, mais merci d'avoir resitué les choses. Effectivement, nous avions parlé avec le père Michel Fernandez lorsqu'on étions venus faire une émission chez vous de cette future exposition. Eh bien, nous y sommes. Alors, merci de nous accueillir. Vous dites votre salon, c'est aimable, c'est une galerie. C'est une galerie et on a pu constater tout ce qui avait pu avancer. C'est un très beau lieu pour pouvoir exposer des œuvres comme celle-ci. En effet, galerie qui date depuis le Moyen-Âge puisque c'était sa vocation première. Alors évidemment, les tentures du Moyen-Âge, il n'y en a plus, et les photos les ont remplacées. Voilà, tout à fait, c'est bien ça, on vit avec notre époque. Alors au lieu d'avoir des cerfs brodés sur des tapisseries, nous avons des photos et des bâches. Alors cette exposition, elle est dedans dehors, ça veut dire qu'aussi il y a des toiles qui sont dans le jardin, et on peut profiter à la fois de la fraîcheur et de l'ombre du lieu avec ces très belles photos, et en même temps du jardin et celles qui sont sur les bâches. Oui, ça aurait été dommage de ne pas profiter du jardin, et puis la nature est à l'extérieur quand même, et puis c'est vrai que visuellement c'est quelque chose de très agréable et ça donne plus d'envergure encore à cette exposition. Alors, si vous le voulez bien, nous allons rentrer dans cette galerie. Et tapis rouge, oui, je vais fouler le tapis rouge parce que j'ai vu qu'on avait mis un tapis rouge. En plus, ça va bien avec la couleur de la radio qui est rouge et blanc. Et je tombe en rentrant devant la table d'accueil, certes sur une belle pendule comtoise, mais surtout sur une belle bâche où on voit un jeune homme style safari et baluchon. Alors, c'est pas un fusil qu'il a, hein, mais c'est sans doute ce qui lui permet de porter son sac. Et il y a écrit « Gourceau, photographie ». Alors, eh bien, Thomas, bonjour. Bonjour. Alors Thomas, elle est très belle cette affiche. Qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente mon activité et le territoire charentais. C'est une amie à moi, Laurie Rivière, qui a fait cette illustration, qui a pris en photo mon matériel, qui m'a pris en photo également. Et j'ai fait passer quelques-unes de mes photos pour qu'elles puissent apparaître sur cette illustration. On a réfléchi également à la disposition des animaux sur cette illustration, tout en intégrant en fait les différents milieux de vie qu'on peut retrouver en Charente, que ce soit les champs de culture, les champs fauchés, les forêts, les milieux avec les rivières, les rochers, les fougères, et tout cela représente en un seul support la globalité quand même de l'environnement de l'exposition. Alors, environnement de l'exposition, votre environnement. Alors, vous êtes, Thomas, professeur des écoles, mais évidemment, ça, c'est une passion. Et j'avais envie de dire, comment c'est né de faire de la photo animalière ?
Depuis tout petit. Depuis tout petit, c'est les animaux sauvages en fait dans un premier temps. Les dessins animés ont vite été délaissés pour les documentaires animaliers je suis issu d'une famille de chasseurs. Mes grands-parents, mon grand-père, mon père étaient et sont chasseurs. Sauf que j'ai pris quand même un outil différent, avec peut-être une approche qui peut avoir des points communs parfois, mais aussi beaucoup de différences. Et moi, j'ai préféré opter pour l'appareil photo. Mais depuis que je sais marcher, c'est cette attirance pour le monde sauvage, les balades le soir pour rechercher les traces, les empreintes sur les arbres ou sur les barbelés, les balades en voiture pour essayer de voir les animaux au crépuscule. Voilà, très peu de jeux vidéo de mon côté, plutôt des sorties dans la nature. Et arrivé à mes 18 ans, un de mes grands-pères m'a offert un appareil photo pour une réussite scolaire et je l'ai naturellement emmené avec moi, qui plus est avec le permis maintenant. Donc ça a facilité les déplacements et après un effet boule de neige s'en est suivi. Et c'est vrai que cette exposition peut apparaître dans un sens comme un aboutissement, dans le sens où 4 ans à vagabonder sur les territoires charentais, cette exposition apparaît. Mais c'est aussi un commencement parce que d'autres projets peuvent arriver et sont déjà en cours de création. On ne sait pas où ces animaux vont vous mener, donc on a bien compris. Vous avez délaissé la bande dessinée avec Bambi et les ordinateurs pour aller vous frotter à la réalité sauvage de notre territoire Charente. Alors moi, j'essaie de m'évertuer dans les émissions à faire connaître aux Charentais des endroits qu'ils ne connaissent pas, parce que souvent on connaît mal la Charente, et elle peut être un peu dépréciée alors qu'elle cache plein de choses merveilleuses, notamment cette maison où nous sommes. Mais là... Comment est-ce que tout d'un coup, on découvre cette nature sauvage qu'on ne voit pratiquement jamais, si ce n'est les blaireaux qui sont devant moi photographiés, écrasés sur le bord d'une route, ou alors chassés parce qu'ils sont des nuisibles, entre guillemets, je n'aime pas ce terme, mais vous allez peut-être nous dire comment vous avez fait, et puis comment vous avez fait cette plongée petit à petit dans ce monde à part et caché. Comme je vous l'ai dit, moi, les documentaires animaliers, ce sont des choses qui m'ont fasciné. Et au-delà des lions, des éléphants et des girafes, quand on a la chance de vivre dans un département qui est riche en biodiversité, et surtout qu'on montre l'intérêt de s'y intéresser, on commence à avoir quelques bouquins, puis 2, puis 3, puis voilà, engendrer les lectures, et puis essayer d'allier la théorie qu'on lit dans les bouquins à la pratique sur le terrain. Et je pense que moi, le point principal qui m'a emmené à progresser et à persévérer dans la photo animalière, c'est les remises en question tout le temps, parce qu'on est avec des animaux sauvages, tout le temps le pourquoi le renard est de cette couleur, pourquoi le martin pêcheur va dans l'eau et pas ailleurs, essayer de comprendre l'environnement qui est autour de nous pour mieux le comprendre, mieux agir, le regarder différemment, avec un esprit critique aussi développé. Et voilà, en fait, c'est tout simplement de l'intérêt qui, de fil en aiguille, quand on aime apprendre et comprendre, on se rend compte que juste en passant le pas de sa porte, il y a énormément de choses que les gens ne connaissent pas, alors que ce sont parfois des choses qu'ils croisent quotidiennement. Et on leur apporte des informations qui, pour nous, ne nous semblent pas si importantes que ça. Et au final, les gens ont l'air de découvrir des choses. Et le regard des gens, l'intérêt qu'ils portent, sont une source de motivation quand même assez importante. Et on se rend compte que la Charente est riche. Il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui viennent sur des périodes bien précises de l'année. Les personnes, la plupart du temps, les ignorent ou connaissent parfois leur présence, mais ne savent pas quand ni comment. Même les grands animaux qu'on peut retrouver chez nous, notamment les blaireaux, comme vous l'avez souligné, sont des animaux que les gens croisent dans des circonstances des fois un peu particulières, que ce soit suite à une partie de chasse ou alors sur le bord d'une route. Et l'objectif de les photographier, le faire découvrir, voire redécouvrir, pour mettre en lumière des animaux qui sont un peu tombés dans l'oubli au fil des années, c'est une source de motivation qui ne cesse de croître, quoi. Alors, est-ce que vous vous rappelez des premières fois où vous vous arrêtez et vous observez, alors ça c'est inné, hein, ça c'était en vous, comment vous avez fait pour arriver à photographier? Alors on peut parler de ce que nous avons devant nous, c'est-à-dire tout un mur de blaireaux. C'est du repérage, c'est de la recherche en fait sur les animaux pour les comprendre. Voilà, s'il y a quelque chose à souligner, c'est surtout ça. Essayer de comprendre et connaître les animaux avant d'aller les chercher. Ça évite notamment de faire des bêtises sur le terrain, de mettre les pieds là où il ne faut pas, mettre le nez aussi là où il ne faut pas. Enfin voilà, ça permet déjà de cibler aussi des secteurs. Et après, ce qui est vraiment le plus important dans cette passion-là, parce que la photo,
c'est la cerise sur le gâteau. Avant, il y a un temps incalculable de recherche, de repérage, d'analyse, de tentative. Et voilà, tout ce temps-là, en fait, c'est quelque chose de riche et de passionnant. Et quand on s'intéresse notamment à cet animal, le blaireau, on arrive petit à petit à connaître son secteur, son milieu de vie, ses habitudes, ses comportements, les périodes clés de son développement dans une année. Et toutes ces informations cumulées, avec une part de chance quand même et beaucoup de patience et de persévérance, permettent de vous afficher aujourd'hui ce mur d'exposition d'une petite douzaine de clichés sur le blaireau. Alors on a des photos prises de nuit, à la tombée de la nuit, on a des tons sur fond un peu noir, sur fond un peu bleuté, bleu nuit, des tons roux couchés de soleil, et puis dans la journée avec la mousse des arbres. Tout ça, il faut beaucoup planquer. Comment on fait? On se cache, ou alors on s'assoit, on ne bouge pas, et puis on fait clic, clac. Alors juste une petite précision, aucune photo n'est prise de nuit. Tout simplement parce qu'on est avec des animaux sauvages. L'utilisation de flash, surtout sur le blaireau qui a des mœurs nocturnes, peut avoir des conséquences sur sa vision. Comment on fait? Quand on apprend à connaître le blaireau n'hiberne pas, il hiverne. Donc autrement dit, il ralentit son métabolisme sans pour autant rentrer comme l'ours en hibernation. C'est la période la plus propice pour justement aller sur le terrain, mener sa petite enquête dans nos sentiers forestiers pour essayer de trouver une blaireautière, donc une zone de la forêt où une multitude de terriers, de trous se trouvent, car ces animaux-là vivent en clan, en famille, et dans un seul et même lieu. Et à ce moment-là, donc quand on a trouvé cette blaireautière, il faut là encore trouver la blaireautière qui permet de faire les photos, parce que j'ai entre 10 et 15 blaireautières sur le département, et seulement une poignée sont photogéniques et avec des animaux qui sortent à des heures intéressantes. Car comme je vous l'ai dit, c'est un animal qui est nocturne, donc là encore, faut savoir quand est-ce que ces animaux sortent. Donc pour ça, j'utilise des pièges photos, des petites caméras trappes, ça s'appelle aussi, que l'on accroche sur les arbres pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et qu'après on récupère pour avoir les données de sortie, de passage, de lumière. Et tout cela sont des données qui viennent s'ajouter à l'expérience de terrain ou à l'expérience des bouquins, et donc de gagner en efficacité. Mais du coup, je profite de cette période d'hivernage pour... quand j'ai un minimum de certitude sur un secteur, pour monter ce qu'on appelle un affût. Un affût, c'est une cabane, entre guillemets, qui doit se faire la plus discrète possible pour se fondre dans l'environnement, à des endroits bien précis, pour ne pas se situer sur des lieux de passage ou des lieux justement où il y a une activité particulière de l'espèce. Et on monte cet affût de façon à devenir invisible, se fondre dans l'environnement, et de façon à pouvoir y accéder facilement pour profiter du spectacle quand les animaux sortent et font leur petite vie devant vous, et pouvoir repartir aussi en toute discrétion sans les déranger. Et quand cet affût est construit, il faut vérifier qu'il soit bien construit pour qu'il dure dans le temps, pour qu'il soit bien exposé avec les vents dominants du secteur, pour qu'il soit accessible avec silence, avec discrétion. Sinon, des fois, ça peut-être qu'il y a une période de l'année, la période où les blaireaux commencent à sortir, on se rend compte que le vent tourne, et du coup, il faut tout déplacer ou tout refaire à un autre endroit. Donc voilà, c'est tout le temps une remise en question perpétuelle. Et après, on accumule les heures sur le terrain, plutôt en tombée de nuit pour ces animaux-là. Et pour la petite anecdote, sur cette exposition-là sur le blaireau, j'ai eu la chance de profiter du confinement. On avait, on avait un secteur où on pouvait tourner autour de chez soi, et je me suis vraiment rendu compte, surtout avec cet animal qui a des mœurs nocturnes pour 95% des blaireautières, et je me suis rendu compte que quand l'activité humaine se calme, quand la nature respire un peu plus, les animaux reprennent un peu leurs habitudes inné, entre guillemets, sans avoir la peur perpétuelle de le rencontre avec l'être humain, ce qui m'a permis de faire des photos de blaireaux en fin d'après-midi ou en tout début de soirée, donc avec beaucoup de lumière, comme le petit blaireautin qui est sur la mousse là-haut. Et quand on arrive à avoir la chance de trouver un lieu comme ça permet aussi de varier sa composition photographique entre des photos de fin d'après-midi où la lumière est plutôt dure, brute, et donne un fond vert comme ça qu'on ne retrouve pas beaucoup sur les photos de blaireau, car c'est un animal qui est nocturne. Ça permet aussi de jouer sur les compositions, notamment où on arrive, à force de persévérer, à avoir un blaireau dans un coucher de soleil qui donne du coup des couleurs plutôt chaudes et une ambiance très orangée. Et quand la lumière diminue et que la lune monte dans le ciel, les ambiances deviennent plutôt bleutées, froides, et ce qui permet aussi d'avoir des compositions très différentes.
Vous parlez remarquablement bien de tout ça et on comprend tout. C'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail en amont pour rechercher, comprendre l'animal dans les bouquins et sur Internet évidemment, et ensuite poser les caméras et ensuite monter votre cabane, j'allais dire. Et est-ce que vous avez eu l'impression qu'ils se sont aperçus que vous étiez là ou pas, ou vous êtes rentré dans leur monde ou pas du tout, ou vous étiez juste discret? Alors c'est compliqué à dire. Aperçu, je pense pas, parce que c'est un animal qui est myope, qui a une vision très 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 limitée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a une tête contrastée. Pourquoi il y a ces bandes blanches et ces bandes noires? C'est grâce à ça, parce que ça permet d'identifier un individu et cette différence de contraste saute aux yeux, au minimum de vision qu'ont les animaux. Et je pense pas les avoir dérangés vis-à-vis de ça, parce que j'avais placé l'affût dans une zone où ils allaient très très peu. Pour vous dire, ça m'est déjà arrivé sur la photo d'en haut à gauche, où on voit les deux petits blaireautins qui sont en train de se chamailler. Il faut savoir que quand ils sont en train de jouer, comme ça peut paraître agressif comme ça, hein, mais ils sont plutôt en train de jouer pour développer différentes habitudes, divers comportements. À force de tourner, j'ai déjà eu un petit blaireautin qui a posé son pied sur ma botte, quoi. Donc, sincèrement, je pense m'être fondu dans le décor, et c'est ce qui fait aussi ma petite fierté pour cette exposition sur le blaireau. Bon, vous avez les blaireaux à votre botte. Alors, on va continuer l'exposition, notamment sur des oiseaux. On finira par le roi de la forêt, le cerf, parce que ça aussi, c'est aussi l'emblème de votre affiche. Les renards également. Et là, on passe dans cette galerie chez Fabrice Mignon, au château de Champagne-Mouton, devant des rapaces. Divers rapaces. Et on va passer ensuite sur les renards pour finir sur le cerf. Alors là, on est face à une série sur le hibou des marais, qui est un rapace diurne, c'est-à-dire qu'il commence à chasser à la tombée du jour, donc il y a encore de la lumière. C'est un rapace qui vient hiverner chez nous. Voilà, il passe l'hiver chez nous, il vient des pays scandinaves, il arrive au mois de décembre et repart courant mars en fonction des températures. Et il vient passer l'hiver sur notre territoire charentais, dans les friches sauvages, loin des regards. Et quand on a la chance de trouver une zone d'hivernage pour les hiboux, il faut savoir que les hiboux, quand ils hivernent, ils viennent à plusieurs individus sur un même secteur. Donc là, par exemple, sur le mur qui est en face de vous, il y a 2 fois le même hibou, mais il y a aussi d'autres individus différents qui peuvent se reconnaître à la différence de masque facial plus ou moins clair, à la différence aussi de la couleur des plumes. Mais voilà, par exemple, en lien avec ce que je disais tout à l'heure, ça, c'est un hibou des marais, c'est un oiseau migrateur qui passe à un moment dans l'année en Charente. Et 90% des personnes qui viennent voir l'exposition, déjà prennent cet animal pour un autre hibou. Et après, ils découvrent dans la lecture que c'est un hibou des marais, et ils ignoraient qu'on pouvait le retrouver chez nous. Super. Et en plus, on dirait, quand j'ai vu l'exposition avant que vous n'arriviez, pour donner une petite image, hein, on dirait pour certains une sorte de bombardier, l'autre une hélice d'avion. Enfin, c'est des propos humains qui regardent ça. Mais pour vous traduire un peu les choses, je dois signaler aussi que de votre exposition, eh bien, on sent bien le côté, instit. Hein, tout est bien expliqué, et avec de beaux petits panneaux en rouge et en noir, avec des titres, L'envol, Les yeux du marais, Les derniers instants. Et puis, on passe maintenant... avant de passer au renard, j'aimerais qu'on aille dans la salle du fond, parce qu'il y a la grande galerie, puis il y a une petite salle avant de sortir. Et j'ai vu des oiseaux multicolores. Et je me suis dit, mais on est dans un pays qui n'est pas la France, finalement, et avec ses couleurs chatoyantes. Alors, on reconnaît bien sûr ce que les gens dans la campagne, chez nous, appellent la pupu, et qui a donc un autre nom. Mais ça, les gens peuvent le voir en nous écoutant. Mais ces autres oiseaux, qui sont-ils? Ce sont les martins pêcheurs, les flèches bleues. Et c'est un oiseau que j'apprécie particulièrement, déjà dans un premier temps, parce que mes 2 grands-pères, l'un pêche encore, l'autre ne peut plus pêcher. Et c'était des oiseaux un peu fétiches pour eux.
Et ça, j'ai toujours été impressionné en écoutant leur discours autour de pêche, de la vitesse de cet oiseau qui apparaissait comme une flèche qu'on n'avait pas le temps de regarder correctement. Et c'est vrai que quand je me suis mis à chercher cet oiseau, à apprendre à le connaître, ça a tout de suite été un défi, déjà dans un premier temps de le trouver, pour le photographier correctement. Parce qu'on le voit souvent passer au-dessus de l'eau comme une balle, hein. Ça va vraiment très 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 vite. On voit vraiment juste une flèche bleue passer, il porte bien son surnom. Et donc il faut réussir à trouver son lieu de vie, le comprendre, et déjà après réussir à faire des photos en vol, en mouvement de cet oiseau qui peut avoir des pointes au-dessus de l'eau à une 50aine de km/h. Ça a toujours été un défi. Et quand on prend le temps de le regarder, là encore, pour faire un lien avec ce qu'on disait au début, c'est un oiseau qui se retrouve dans la majorité des cours d'eau de Charente, pour pas dire partout, ou alors cours d'eau ou plan d'eau. Et très peu le connaissent comme ça, mais très peu prennent le temps de le regarder, de le comprendre et de le mettre en avant. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, là encore par diverses compositions, divers comportements, que ce soit par une séance de toilettage du martin, que ce soit par une séance d'offrande et d'accouplement d'un couple de martins pêcheurs, ou de nourrissage des petits. Voilà, j'ai essayé de montrer en une sélection d'images, parce que j'en ai encore largement une centaine des photos de martins pêcheurs, de cibler quelques comportements. Mais rassurez-vous, j'ai aussi d'autres comportements sous le coude, entre guillemets, que je me garde pour d'autres expositions. On va pouvoir faire plein d'émissions. Alors je vois des titres aussi là, entre ombre et lumière, bonne pêche, à table, un rêve bleu, et puis l'atterrissage, et plein d'autres choses, comme la puce à l'oreille quand ils sont en train de se nettoyer. Alors parlons des renards avant de terminer, parce qu'on n'a plus que 5 minutes, avec les chevreuils et cerfs. Alors le renard, c'est pareil, pas simple sans doute à photographier. Là, j'en vois qui bondissent, qui sont à l'arrêt, d'autres qui jouent, d'autres qui sont assis dans un champ de blé ou en meute. Le renard, contrairement, lui aussi fait partie des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts anciennement nuisibles, comme pour le blaireau. Là encore, ça peut être discutable sur plusieurs points, mais à la différence du blaireau qui, lui, vit dans une blairotière, dans un lieu de vie bien précis, très ciblé, le renard a, lui, tout de suite un caractère libre et vagabond, et ça rajoute naturellement plus de difficultés pour le photographier. Là encore, faut connaître l'espèce pour maximiser les chances. C'est jamais de façon une science exacte, hein. Si je devais donner une moyenne sur 10 sorties, 10 affûts, je dois voir les animaux peut-être 5-6 fois, et sur ces 5-6 fois, je dois les photographier 3-4 fois, et sur ces 3-4 fois, il y a peut-être une photo qui peut valoir le coup. Donc ça laisse un peu imaginer le nombre d'heures qu'il peut y avoir, ne serait-ce que derrière une image. Là, vous en avez 65, donc c'est compliqué de compter tout ça. Mais le renard, c'est pour moi le petit prédateur qu'on a quand même chez nous. Le loup étant décimé chez nous depuis quelques années maintenant. Il a ce côté carnivore, ce côté prédateur, ce regard qu'on peut retrouver et qui transperce. Et en ajoutant à ça, c'est une espèce qui a une pratique de chasse de bon, le mulottage, qui là encore se démarque des autres espèces. Il y a aussi les parties d'apprentissage qu'on peut retrouver sur ce type de tableau, où on se rend compte que les animaux ont un instinct quand même assez fort, où les petits viennent avec les parents pour apprendre à chasser, qui après se débrouilleront seuls. Et là encore, l'objectif, c'est de varier les comportements, varier les lumières, varier les ambiances pour présenter le renard sous divers angles et essayer d'ouvrir à la réflexion, ouvrir aussi l'esprit critique qu'on peut avoir, parce que beaucoup de stéréotypes que l'on a sur cet animal ne sont pas toujours très construits. Alors merci pour cet éclairage sur les renards. Et maintenant, on termine, parce qu'on doit terminer, sur les cerfs, chevreuils, etc. Le cerf, oui, c'est mon animal emblème. C'est le roi de la forêt, c'est le plus gros mammifère d'Europe, et on a la chance de l'avoir en Charente. Et c'est une espèce qui se développe bien en Charente, malgré les difficultés qu'elle peut subir de par différentes pressions. Les populations se dispersent et on les retrouve sur l'ensemble du territoire charentais. Donc ça, c'est une vraie richesse qui se développe. Et pour moi, je ne pense pas me tromper, mais n'importe qui a croisé un cerf à un moment de sa vie, de près ou de loin, en voiture ou à pied, est capable de raconter les moindres détails de cette rencontre. Et ça témoigne quand même bien de la prestance que peut avoir cet animal. C'est un animal qui peut faire plus de 200 kilos parfois et se retrouver à 10 mètres ou peut-être 5 mètres même des fois de ces gros animaux. Ça nous rappelle que l'on n'est pas si fort que ça, au final, nous les êtres humains. Et voilà, le cerf, la difficulté de cet animal, c'est que c'est un animal fantôme. Et le suivre en hiver, comme certains clichés que vous retrouvez là, en automne, ou sur les velours, à la période estivale que vous avez dehors, c'est un défi
et les heures sont vraiment multipliées pour cette espèce. Mais c'est mon animal emblème de par sa prestance, sa force, son regard et l'aspect majestueux aussi qu'a cet animal. Écoutez, Thomas Gourceau, merci pour toutes ces explications. Merci à Jonathan Chariot aussi pour la prise de vue, pour ceux qui regarderont sur Télé 16 et puis sur rcf.fr. Où est-ce qu'on va pouvoir vous voir? Parce que là, on est presque fin juillet, la fin de l'exposition 2022, et vous allez exposer dans le reste de l'année, notamment, je crois, à Chasseneuil, La Rochefoucauld et autres lieux. Voilà, c'est ça. Alors, avant d'aller exposer dans l'Office du tourisme de Chasseneuil au mois de novembre, au mois d'octobre, l'exposition que vous voyez ici a été sélectionnée, une poignée d'images de cette exposition a été prise au festival Prenons la Pause qui se déroule en octobre dans le Haut-Rhin, donc dans le Grand Est. Donc la Charente se déplacera à l'autre bout de la France pour montrer cette biodiversité et cette richesse. Ensuite, au mois de novembre, oui, je serai à Chasseneuil à l'Office du tourisme. Donc là encore, il y aura peut-être des images inédites. Et courant l'année 2023, là encore, c'est en pourparlers. On doit définir clairement les termes des différentes expos. Terre de Haute-Charente, Barbezieux et La Rochefoucauld sont des villes qui vont peut-être potentiellement accueillir cette exposition. Rappelez-nous le titre de l'exposition. Ma terre de Charente. Merci beaucoup pour ce moment partagé avec vous, ces belles images. Et on pourrait vous écouter pendant des heures. Merci à Fabrice Mignon de nous avoir accueillis. On se dit à tous à bientôt pour une autre émission d'En Direct de chez vous.